Alors, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Comment en sortir? Comment réussir à mettre le pied en dehors de cette affaire? Lorsqu'on parle de changer, en général, la plupart des personnes ont cette image-ci en tête. Je dis que la plupart, quand on est arrivé, qu'on a dit que vraiment, le docteur a fait sa femme par la procrastination. Je dis qu'il y a des gens qui ont déjà dit à leur conjoint qu'à partir de demain, c'est fini. On va terminer avec cette affaire. On pense souvent qu'en général, il faut prendre la décision. Et je crois que nous, tous qui sommes là, on est au moins décidé de dire qu'on va y arriver. Et on se dit qu'il faut faire l'effort. Comme vous voyez mon émoticône qui est en train de muscler là, il faut faire l'effort. Et puis après, bingo, le résultat est là. C'est un triste souvenir. Il vécut heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, comme on dit dans les contes du primaire. C'est vraiment ce qu'on s'imagine en général. Je se dis que sortir de la procrastination, c'est que je prends la décision, je fais des efforts, je pose des actions, je me bats, voilà. Et puis à la fin, j'ai le résultat et puis on n'en parle plus. Mais dans la réalité, voici comment le changement arrive la plupart du temps. Ça, c'est le temps qui évolue ici. Ça, c'est l'énergie qu'on a pour poser les actions. La plupart du temps, on est choqué. Ou peut-être certains d'entre nous, là, on se dit que, mais donc, c'est aussi grave que ça. Ah, vous dites que non, ça ne me concerne pas. Et puis, de toute façon, on se met en colère qu'il faut que je me mette dans cette affaire. Vraiment, il faut que j'en finisse. Mais l'expérience montre qu'au bout d'un certain temps, l'énergie pour faire ça commence à diminuer. Et le pire, c'est que ceux qui ont le problème de procrastination risquent de procrastiner dans les actions pour lutter contre la procrastination. Oui, non. Donc, le problème devient l'obstacle au traitement du problème. Et on risque de chuter dans la dépression. Et la plupart des gens arrivés ici au bas de l'échelle, mon dessin là ne reflète pas entièrement la réalité. La plupart des gens arrivés ici ont directement chuté une fois comme ça. Là. Et go, go. Donc, ça passe, arrête ici, là, et on n'en parle plus. Et tu vas encore expliquer, puis non, les trucs que vous faites là, nous, on a essayé tout ça, hein, ça marche, on a essayé tout ça. Quand rien ne dit ça, sache qu'il a engagé le processus, il a chuté comme ici, et c'est le processus normal pour tout le monde, pour tout changement qu'on veut voir arriver dans sa vie. Mais lorsqu'on arrive à tenir ici, on commence à accepter que ouais, je suis peut-être pas aussi bon que je le pense, je crois que ça peut aller, je pense que le changement peut arriver, je pense que je peux y arriver. Et c'est comme ça qu'on va progresser au fur et à mesure en testant, en voyant ce que ça donne, en prenant la décision et finalement en ayant adopté un comportement qui permet d'arriver dans le changement qu'on espère. J'espère que ça ne vous choque pas beaucoup, mais en réalité, c'est ça le fait, c'est ça la réalité. C'est comme ça que le changement arrive et c'est comme ça que ça va arriver pour la procrastination. Il ne faut pas s'attendre à ce que dès la semaine prochaine, ce sera complètement fini. La plupart d'entre nous, on va passer par déni, la colère, négociation, dépression. On a envie d'abandonner, on a envie de laisser tomber. On a l'impression que c'est même plus si grave que ça. On peut vivre avec comme ça. Je vais tout comme ça avant nous. Comment ceux qui ne font pas ça, est-ce qu'ils sont déjà morts? On a des raisons, mille et une raisons qu'on va créer. Mais si on arrive à franchir ce cas et à accepter que oui, effectivement, c'est un problème, malgré tout ce que je pense là, c'est un problème, il faut que je change, il faut que je sorte de là, on passe par l'expérimentation, qu'on prend la décision, on finira par l'intégrer et c'est comme ça qu'on va réussir à sortir. Et cette image, c'est aussi pour nous aider à réaliser que lorsqu'on attend que quelqu'un change sur un aspect, il ne faut jamais se dire que ça va arriver comme sur l'image-ci. Jamais. Malheureusement, c'est ça que nous on attend souvent des gens. Que comme je t'ai dit qu'il ne faut plus, je dis n'importe quoi, il ne faut plus parler fort. Il faut que tu apprennes à parler doucement aux gens. Quand j'ai besoin qu'une fois que la personne a décidé, il suffit qu'il se batte et au stade. Non, ça va passer par ces différentes étapes-là. Il va commencer avec une grosse énergie, motivation, productivité. Mais après un certain temps, ça va chuter. Et si on ne fait pas attention, ça va commencer à chuter. Et c'est ce qui devrait se passer pour nous concernant la procrastination. Juste que, et je crois vraiment qu'on va y arriver, qu'au bas de l'échelle, on va remonter pour arriver à un niveau où on pourra réellement prendre le dessus et réussir dans cette affaire. Donc, on a encore du chemin à faire, les amis. Ce n'est pas une affaire de tout de suite. Malheureusement, c'est ça la réalité. C'est peut-être pas une très bonne nouvelle, mais c'est en fait ça la réalité. Et pourquoi les choses se passent comme ça? Je vais vous partager une petite vidéo que j'espère que les éléments vont pouvoir donner pour qu'on se comprenne bien. Parce que vous avez dit la leçon.
permettez que je revienne au début, je vais traduire. Bien. Donc, faire de la science, dans la science du cerveau, c'est la neuroplasticité. On appelle ça. Un signal voyage à travers un nerf. Il arrive au niveau d'un embranchement qu'on appelle le synapse. Il y a deux chemins possibles. Voilà le chemin en rouge et en haut, le chemin en vert. Le chemin en rouge, c'est le chemin qui entraîne la douleur, qui va être utilisé plusieurs fois. Ce chemin est utilisé à plusieurs reprises. Et finalement, le cerveau se réorganise de ce chemin-là beaucoup plus facile. C'est ça qu'on appelle la neuroplasticité. Et pareil, si on commence à utiliser l'autre chemin et qu'on utilise plusieurs fois, on peut voir les résultats. On va se rendre compte que le cerveau va rapidement se réorganiser, à nouveau se connecter sur cette fois-ci, faciliter justement le passage. Et le conseil, c'est de dire qu'il faut utiliser le bon chemin le plus souvent, le plus fréquemment pour pouvoir le faire et pour pouvoir l'établir. OK. Je vais remettre la vidéo dans les mêmes sons pour que ça ne perturbe pas. Voilà. Donc, c'est en fait une image qui illustre ce qu'on appelle la neuroplasticité. Oh, sorry. OK, j'ai enlevé le son. Donc, qui nous explique en fait comment est-ce que le cerveau se réorganise, n'est-ce pas? Donc, je disais ici, cette phrase, c'est pour dire rendre la science du cerveau plus simple, c'est la neuroplasticité. Et on a un signal qui voyage à travers un nerf, qui arrive au niveau d'un embranchement qu'on appelle une synapse et qui a deux chemins possibles. Il y a le chemin en rouge qui entraîne la douleur, par exemple. Et le principe de la neuroplasticité, c'est que plus ce chemin sera utilisé, quand cette voie sera utilisée plusieurs fois à maintes reprises, la conséquence est que le cerveau va se réorganiser pour rendre cet itinéraire-là plus facile. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Le cerveau se redispose pour que passer par là soit plus facile. Et pareil, si on recommence à utiliser l'autre chemin beaucoup plus rapidement, en fait, ça va entraîner automatiquement aussi une modification des connexions du cerveau qui va se reconstruire pour rendre le chemin vers cette deuxième partie plus facile et plus rapide également. Donc, finalement, en fait, c'est une affaire de, il faut s'arranger à utiliser le bon chemin le plus souvent possible pour que le cerveau puisse se reconstituer. Voilà, pour que le cerveau puisse se réorganiser, se redisposer, se reconstituer et qu'à la fin, on arrive donc à produire le résultat qu'on a envie d'avoir. Voilà, donc je vais juste regarder l'image là pour qu'on se comprenne bien en fait. Donc l'idée derrière cette affaire, c'est de dire, pourquoi est-ce que changer prend du temps? Pourquoi est-ce que adopter une attitude, par exemple, de celui qui ne procrastine pas prendre du temps? Parce que c'est le temps qu'il faut au cerveau pour se refaçonner quasiment, pour établir de nouvelles connexions. Je crois que les collègues médecins qui sont en ligne comprennent beaucoup mieux ce que je dis. Les connexions entre les neurones, qui sont les cellules du cerveau, les fibres qu'il y a dans le cerveau, c'est ça qui nous permet d'avoir une activité, d'avoir un comportement, de poser des actions, etc. Et donc, quand je commence, par exemple, à poser les actions dans les délais, c'est comme si je suis en train de passer par un chemin qui n'est pas encore suffisamment travaillé. Le chemin qui est établi pour le moment, c'est que dans ma façon de faire habituelle, ce que j'ai dit que je vais faire, je ne fais pas. C'est comme ça que mon cerveau est habitué. Donc, pour arriver à amener mon cerveau désormais à faire ce que j'ai dit que je passe par ce chemin-là plusieurs fois, que je reconnecte ces neurones-là plusieurs fois. Et c'est au fil du temps que ça deviendra aussi plus facile, justement, de passer par ce chemin-là, pour que ce soit aussi facile et que j'arrive finalement à développer cette attitude. C'est vraiment une affaire de fonctionnement du cerveau. Et je crois que ce n'est pas un problème de prière. J'entends les gens dire que non, mais il y a le miracle du Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui a construit ce qu'on est en train de voir là. Souvent, on a l'impression que le miracle, c'est quand Dieu, il faut absolument que Dieu fasse des choses extraordinaires.
en dehors de ce qu'il a prévu pour qu'on dise que non, là, c'est vraiment Dieu qui a agi. Même ces lois que j'explique, c'est Dieu qui a établi. Donc, même le fonctionnement des choses dans ce principe, c'est déjà ça la volonté et l'intervention de Dieu dans notre fonctionnement parce que c'est lui qui a fixé ces principes-là. Ça veut dire que c'est complètement utopique de penser que parce que j'ai pris la décision, je vais y arriver tout de suite. C'est pas possible parce que mon cerveau ne va pas y arriver. Il faut qu'il y ait ce processus de neuroplasticité pour reconnecter les fibres de mon cerveau sur les nouveaux itinéraires que je suis en train de créer afin qu'au fil du temps maintenant, ça devienne plus facile et que ça devienne une habitude pour moi. Et quand j'ai fait quelques recherches sur ça, je me suis rendu compte que le temps que ça va prendre dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, ça dépend en général de la complexité de la tâche. Donc, créer les nouvelles voies pour la neuroplasticité, comme on explique là, ça dépend de à quel point c'est une tâche qui est complexe. Lorsque c'est une tâche qui est simple, ça prendra moins de temps parce que ça prend moins de connexion au niveau du cerveau pour créer. Et quand c'est une tâche qui est plus difficile, ça va demander beaucoup plus de temps pour arriver à créer cette différente connexion. Ça dépend également de l'environnement, de l'entourage, du soutien qu'on a autour de soi pendant qu'on est en train de suivre le processus d'établir cette nouvelle. Il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Et en moyenne, ça va varier entre 20 et 60 temps que ça va prendre pour rétablir les nouvelles connexions et arriver finalement à cette nouvelle habitude. Et donc, vous comprenez que dans le cerveau du procrastinateur, tout est à refaire. C'est comme une maison où le circuit électrique, il faut tout refaire, il faut tout refaire. Et ça peut nécessiter de prendre beaucoup plus de temps que dans les autres cas de figure. Et j'ai résumé les étapes en 10 points. 10 points par lesquels on va passer pour terminer la session de ce soir. Et je souhaite vraiment qu'on puisse le capter, qu'on puisse l'intégrer et on pourra éventuellement échanger là-dessus. La première chose, c'est qu'il faut se fixer des objectifs qui sont clairs et qui sont stimulants. Rappelez-vous, on a parlé tout à l'heure dans les causes du manque de clarté, manque de visibilité. Et ça renvoie aux objectifs déjà qu'on a pour sa vie, la vision globale qu'on a pour la vie. À quoi est-ce que ma vie sert sur la terre? Vous allez remarquer que les personnes qui savent à quoi leur vie sert ont moins tendance à procrastiner que celles qui ont l'impression qu'elles sont venues accompagner les autres. Quand j'ai compris que j'ai une valeur, que j'ai quelque chose à donner sur cette terre, je peux toujours procrastiner, mais au moins ce sera réduit par rapport à quelqu'un qui n'a même pas déjà compris ça. Ce sont des objectifs pour la saison. La saison, c'est par exemple quelqu'un qui se dit, OK, je suis à une phase où je suis étudiant. Il faut que pendant cette phase, avant de sortir de statut d'étudiant, je dois avoir atteint tel niveau. Je suis à une phase où je suis peut-être jeune dans ma carrière, je suis au début de ma carrière professionnelle. Il faudrait qu'avant de sortir de la phase de début, que j'arrive à atteindre telle chose. Ça, c'est l'objectif pour la saison. Ça peut être l'objectif pour l'année. Tel qu'on a discuté au début, je peux vous garantir que les personnes qui n'ont pas d'objectif pour leur année vont certainement plus procrastiner que les personnes qui au moins se sont dit, il faut que cette année, j'arrive à faire telle chose. Et c'est également valable pour une journée ou même pour une activité. Si je commence ma journée, je n'ai pas une idée claire de ce que je veux faire pendant cette journée. Il est clair que je vais repousser à plus tard. Quand je vais vouloir faire, je peux faire ça de toutes les façons, je n'avais pas pu faire ça absolument. Donc, je peux remettre à demain. Ou même si je dis, OK, on va faire une sortie, on va aller se balader au zoo, par exemple. Et on ne sait pas clairement ce qu'on va faire là-bas. Il y a de fortes chances qu'on repousse ça à plus tard. Je suis occupé là. Non, j'ai un dernier truc à faire, pardon, on remet ça à demain. Parce que je n'ai pas clarifié l'objectif de cette activité et de cette activité. Donc, l'enjeu ici, c'est de dire, si nous, on veut vaincre la procrastination, la première étape en amont, c'est de clarifier pourquoi je veux faire ça. Quel est le but que je veux atteindre? Pourquoi, à quoi ça va m'aider? Et de me rassurer que ce que je dis, c'est suffisamment clair et c'est stimulant pour moi, c'est engageant pour moi, c'est intéressant pour moi de faire cette chose-là. Le deuxième point, c'est de se réjouir du résultat imaginaire. Les amis, je vous assure que ça, c'est comme un miracle, carrément. Ça, c'est l'antidote principal à la peur qui nous amène à procrastiner dans les causes qu'on a vues tout à l'heure. C'est-à-dire de pouvoir s'asseoir et de penser au résultat positif qui est lié à l'action que je vais poser.
Se demander qu'est-ce que ça va m'apporter de bien? Quel est le sentiment que j'aurai après avoir fini cette activité-là? Qu'est-ce que les autres vont me dire en retour? Quelles sont les retombées indirectes que j'aurai par rapport à ça? Et la magie derrière cette affaire, c'est qu'en réalité, le cerveau ne distingue pas ce qu'on imagine de la réalité. Même le cerveau des adultes. Et ça s'est démontré à l'imagerie médicale. On a pris deux groupes de personnes. On a pris un premier groupe de personnes qui étaient à la plage, effectivement, assis à la plage. Et on a fait une imagerie du cerveau pendant qu'ils étaient à la plage. Ce qu'on appelle l'IRM. Pour voir quelles sont les zones du cerveau qui sont en activité, ainsi de suite. On a pris d'autres personnes, on les a mis à l'hôpital, dans la salle où on fait les examens. On a dit, imaginez-vous à la plage. Pensez au vent, pensez aux vagues. Pour ceux qui sont déjà allés à la plage, ceux qui ne sont pas allés, pensez à ce que vous avez vu dans les films. C'est toujours la même chose. Au cocotier, à tout ça là. Et on a également fait l'imagerie de leur cerveau. Et on s'est rendu compte, comme par miracle, qu'on a exactement les mêmes images cérébrales dans les deux cas. Donc, quand tu t'imagines quelque chose, le cerveau se comporte exactement comme si la chose était déjà arrivée. Et c'est pour ça que, pour renverser l'effet que la peur va m'amener à bloquer, je peux plutôt jouir à l'avance de ce que j'aurai après. Un peu comme la Bible dit, l'ombre des choses à venir. C'est vraiment de prendre le temps de se dire, OK, là, il y a les habits que j'ai à laver. Et je sens un peu que je vais remettre à plus tard. Fais une pause, ferme les yeux. Imagine quand tu auras fini de laver les habits. Imagine ce que ça va t'apporter. Imagine tout le bien que ça va te faire une fois que l'action aura été établie. Bien entendu, sachant que tu as clarifié au début, c'était quoi l'objectif de ce que tu veux faire. Et quand tu commences à t'imaginer le bien que ça va t'amener, le bien que ça va t'apporter, c'est un élément qui va t'aider à réduire le volume sur la tendance à la procrastination. Et on va entrer un peu dans quelques petites explications au niveau du cerveau. Comme je l'ai dit, je suis parti de le cerveau du procrastinateur pour arriver à ceci. Bon, je crois que la plupart des personnes peuvent au moins remarquer que ça, c'est ce qu'on appelle souvent le cerveau humain, le cerveau d'un être humain, dont nous tous qui sommes connectés là. C'est comme ça que notre cerveau se présente. Et en gros, il y a trois parties. Vous allez apprendre un peu de neurologie ce soir. Il y a ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Les noms, ce n'est pas important. Ou le cerveau de suivi. C'est la partie qu'on a ici là. C'est la zone du cerveau qui s'occupe uniquement des réflexes et de l'automatisme. Chez les animaux de rang très inférieur, ce n'est que ça qu'on a par exemple. Donc, les réactions sont uniquement automatiques et stéréotypées. Et c'est là qu'on a le système de défense du cerveau qui est logé. Donc, quand cette partie du cerveau fonctionne, non, on ne raisonne pas. Il n'y a pas question d'expliquer ou de conscience. C'est du tic au tac. Ce sont des réflexes. Si je vois un danger, je fuis. Ou je vois un danger, je me bats. Ou je vois un danger, je ne fais rien. C'est vraiment le cerveau de défense et de l'automatisme. C'est cette partie du cerveau-là qui est en activité. Ensuite, on a le cerveau qui est dit paléo-mammalien ou le système limbique, qui est le cerveau des émotions. Ici, les émotions peuvent influencer la décision. Ce n'est pas seulement une affaire d'automatisme, mais il y a les émotions qui entrent en jeu. C'est par exemple ça ce qu'on a chez les animaux, même les plus évolués. Chez le chien, par exemple, lui, il fonctionne avec les émotions, il ne raisonne pas forcément. Si c'est agréable pour lui, il le fait. Si c'est désagréable, il ne le fait pas. Donc, les émotions sont engagées à ce niveau-là. Et ce qui est la particularité des êtres humains, c'est ce qu'on appelle le cerveau rationnel ou le néocortex, qui est la partie la plus élevée ici, qui est l'endroit où on peut raisonner, on peut prendre des décisions, on peut évaluer le pour et le contre, on peut vraiment vivre la vie d'un être humain tel qu'on est. Les trois cerveaux sont là dans, les trois parties sont là dans le cerveau de chacun d'entre nous et sont prêts à fonctionner. Maintenant, comment est-ce que ces différentes parties fonctionnent et nous amènent en général à la procrastination? Ça, c'est la même image où on a fragmenté les trois parties, mais avec une illustration qui est un peu plus, je dirais, conviviale ou plus courante. Avec ici le cerveau du milieu. Je ne vous ferai pas l'insulte de vous demander comment on a appelé ça. Le cerveau paléo-mammalien, qu'on peut considérer comme le rez-de-chaussée. C'est le cerveau des émotions. C'est un peu comme la porte d'entrée. Ce que certains pourraient appeler dans notre domaine l'âme. C'est ce qui est connecté à mes organes de sang. C'est là où quand j'entends des choses, quand je vois des choses, quand je touche des choses, c'est au niveau du cerveau émotionnel que ça arrive, au niveau du rez-de-chaussée.
et selon le traitement qui est fait. Si l'information que je traite, on peut voir là, entraîne un stress, par exemple ici, automatiquement, on bloque le passage à l'étage supérieur. À l'étage supérieur, il n'y a pas de passage ici. Et on renvoie à l'étage inférieur, et ce qui va déclencher le cerveau des réactions, la peur, la fuite, et bonjour la procrastination. Donc, ça se joue à ce niveau-ci, selon ce que ça crée en moi, selon ce que ça produit comme résultat au niveau de mon cerveau émotionnel. À l'inverse, si dans l'analyse, le résultat est plutôt intéressant, ce n'est pas le stress, ce n'est pas la peur, ce n'est pas ceci, cela, alors on donne accès à l'étage supérieur. Ça va permettre donc de pouvoir penser, décider, passer à l'action, créer, agir et tout ce qui peut aller dans ce sens-là. Et vous comprenez pourquoi les émotions ont un rôle capital dans la décision. Ceux qui font la décision ont rapidement compris ça. On préfère en général associer les produits à certaines émotions agréables. Et du coup, ça pousse le cerveau à poser des actions qui vont en faveur d'acquérir ce produit-là. Et c'est pareil, c'est le même principe qu'on est en train d'expliquer ici sur la deuxième étape que je suis en train de présenter là. Et là, je reviens dessus. Donc, c'est pour dire en fait, là, le fait de s'imaginer le bien que ça va me faire, je suis en train de donner l'occasion à cette information de passer à l'étage supérieur, de passer au niveau où je peux passer à l'action maintenant et commencer à le faire. Parce que si je ne m'imagine pas le bien que ça va me faire, et que automatiquement ça engendre le stress, même sans le vouloir, on renvoie ça à la cave, on renvoie dans le cerveau automatique. Je suis en position de fuite, je remets à plus tard, j'évite ces choses-là, je suis inhibé et automatiquement, je ne vais pas le faire. C'est pour ça que le deuxième clé, c'est de dire, j'imagine bien que ça va me faire. Je me projette dans la situation où j'ai déjà fait ça et ça va générer en moi des émotions positives et je serai plus motivé à décider. Et c'est le néocortex qui va prendre le relais. Je pourrais décider et passer à l'action à ce moment-là. Troisième étape, il faut fragmenter ce que j'ai à faire en des petites tâches simples. Et ça, c'est davantage le point sur clarifier, mettre de la lumière, définir clairement le chemin. On me dit, je commence par où? Ensuite, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la suite? Avec qui je fais ce que j'ai envie de faire là? Combien ça va me coûter en termes d'argent? Quel équipement ça va me coûter? Combien de temps ça va me prendre, par exemple? Donc, de pouvoir clarifier ces éléments-là. Parce que si je ne le fais pas, je risque de me retrouver dans une situation qui est floue et finalement, je ne serai pas motivé à m'y engager et par conséquent, je vais pouvoir le faire. Et c'est aussi ça l'intérêt de ce qu'on a montré tout à l'heure. Le fait de répartir déjà les éléments de sa semaine, de fragmenter les activités que j'ai amenées, ça me donne plus de chances d'arriver finalement à passer à l'action et à ne pas procrastiner. Le point numéro 4, c'est de planifier la durée et la période de chaque tâche. L'idée, c'est de dire, en fait, j'ai mes objectifs, je sais le bien que ça va m'apporter, à quel point ça va être intéressant pour moi. J'ai les différentes tâches que j'ai à faire. Et maintenant, je définis le temps, le moment où je vais le faire. Et je le définis dans un rythme qui me convient, dans un rythme que je sais que je peux suivre. Parce que j'ai lu quelque part aussi, quasiment tout ce qui existe dans la vie suit un rythme. Et c'est quand on entre dans ce rythme-là qu'on sera capable de le maintenir, de l'entretenir sur une longue période. Et l'une des choses que j'ai appris, c'est que toute chose que tu décides de faire, sans savoir clairement à quel moment tu vas le faire, tu ne risques jamais de le faire. Si je dis, je vais rendre visite à Nathalie, je vais aller chez elle pour voir sa maison, et je m'arrête là. Donc, je vous garantis, je ne vais jamais faire ça. Si pendant que je dis ça, je ne peux pas m'imaginer dans ma tête, ça va entrer dans telle période de mon temps. Pour ça va me prendre tel nombre de temps dans telle période. Je ne pourrai jamais le faire. Je vais toujours être en train de remettre à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et finalement, je vais devoir subir toutes les conséquences de la procrastination qu'on a vues au tout début. Et c'est pour ça qu'il faut justement avoir un plan pour sa semaine, avoir un plan pour sa journée. Savoir, par exemple, que moi, je fais les visites à tel moment. Moi, je fais une sortie avec ma femme à tel moment.
moi, je discute avec mes enfants à tel moment, que ce soit défini, à tel point quand je vais dire à mes enfants, OK, on va discuter, mon cerveau, c'est-à-dire que ça va entrer dans telle période de mon temps, et c'est ça qui va me permettre de ne pas procrastiner, de mettre tout le temps à demain, et suivre les conséquences qu'on a eu à voir tout à l'heure. Le cinquième point, c'est qu'il faut écrire tout ça. Le cerveau n'est pas très bon pour retenir les informations. Encore une fois, il retient ce qui est important là. C'est une mémoire de travail. Ceux qui ont un peu fait informatique, ce qu'on appelle la mémoire vive, c'est ça que le cerveau a. Le cerveau n'a pas de mémoire morte pour retenir sur le long terme. Donc, il faut que ce soit écrit, que ce soit avec le guide RH, qu'on l'a vu toute l'année, que ce soit l'agenda, comme ma femme a présenté tout à l'heure, que ce soit les post-it, que ce soit les Google Tags, il faut que ce soit écrit quelque part. Il faut que ce soit écrit quelque part. Que ce soit dans l'application Focalist ou je dirais même sur les statuts WhatsApp. Je trouve qu'avec les statuts WhatsApp, c'est même encore plus intéressant. Je rêve du jour où les statuts vont permettre de voir réellement les gens qui s'engagent à faire des choses dans leur journée. Par exemple, quelqu'un dit, OK, chaque matin, je vais mettre sur mon statut les 3 actions majeures que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, je vous garantis que ça va te pousser à faire ces actions. Parce que tous ceux qui te connaissent, ou du moins qui regardent tes statuts, vont savoir que tu es supposé avoir fait telle chose. Et ça, je l'ai appris quand je suivais un truc sur comment arrêter de fumer, par exemple. Et c'était clairement dit que les décisions qui sont prises avec des témoins ont plus de chances d'être appliquées que celles qui sont prises en privé. Donc, si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, ne pas remettre à plus tard les activités. Dis à tout le monde que je vais faire telle chose. Et ça va te permettre de pouvoir y arriver. Le point numéro 6, il faut s'exercer en commençant sur les petites tâches. Ce qui facilite la plasticité du cerveau, c'est la simplicité des tâches. Plus la tâche est simple, moins ça va prendre de temps. Donc, il faut se dire que je vais un pas. On peut commencer par en disant, OK, je me focalise juste sur une tâche ménagère que je m'arrange à ne pas procrastiner. Je vais appliquer ces différents points qu'on a vus là sur cette tâche jusqu'à obtenir la routine, jusqu'à adopter un rythme qui me permet d'y aller. Jusqu'à ce que quand je pense à cette tâche-là, ce n'est plus le cerveau reptilien qui est activé, mais c'est mon cortex qui est activé et qui me pousse à poser l'action. Et lorsque j'aurai réussi avec les petites tâches, en général, j'aurai la possibilité d'aller aux tâches un peu plus complexes, et finalement, j'aurai adopté cette capacité de ne pas procrastiner et à faire les choses dans les délais. Point numéro 7, il faut consacrer un temps et un espace pour la même activité. Ça aide le cerveau à ne pas remettre en temps. C'est-à-dire, et ça rejoint un peu la question que je crois qui a été posée au début, je ne sais plus qui a posé la question là, Nadine, je crois que c'est Nadine qui a posé la question. En général, il vaut mieux que pour la même activité, que je le fasse à peu près à la même période et à peu près au même endroit si possible. Et j'ai envie de rajouter, avec pratiquement les mêmes équipements, avec pratiquement les mêmes personnes, parce que tout ça facilite la plasticité. Rappelez-vous, j'ai dit, l'un des éléments qui facilite la plasticité neuronale, c'est l'environnement dans lequel on est en train de développer cela. L'environnement inclut la période de la journée, ça inclut avec qui je le fais, ça inclut l'endroit où je le fais. Ça veut dire que si tu as par exemple du mal à faire ce que tu as dit que tu devais faire par rapport à la prière, par exemple, fixe-toi un endroit où prier. Définis la même période de la journée pour prier. Accompagne-toi peut-être d'autres éléments autour de toi, d'autres activités ou d'autres personnes qui vont rester les mêmes. Cet environnement-là va t'aider à ne plus procrastiner sur la prière par rapport à quelqu'un qui un matin pris dans la chambre, un matin pris au salon, un matin pris au couloir, un matin pris dans la voiture. Il aura du mal à développer les connexions dans son cerveau qui vont l'amener à adopter cette attitude-là. Donc, consacrer à peu près le même temps, la même période, le même espace pour la même activité qu'on est en train de faire. Point numéro 8, il faut se focaliser sur une tâche à la fois. Mesdames, surtout les dames qui sont multitâches, elles peuvent être en train d'appeler pendant qu'elle prépare le riz et elle est en train de changer l'enfant qui a fait l'essai dans sa couche en même temps. Il faut se focaliser sur une activité, ce qu'on appelle le principe de projection. Et j'ai beaucoup aimé cette citation d'un auteur qui a aussi beaucoup de livres sur le fonctionnement du cerveau et la procrastination qui dit, si vous voulez obtenir des résultats extraordinaires,
vous devez poursuivre une seule chose à la fois. Dès que vous essayez de faire deux choses, l'une ne sera qu'une grosse distraction pour l'autre. Donc, finalement, aucune des deux ne sera bien faite. Si tu veux avoir des résultats extraordinaires, apprends à rester sur une chose, à rester focalisé sur une chose. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure pour Nadine. Apprends à garder une journée pour une chose. Focus sur une chose. Parce que quand tu commences à faire plusieurs choses en même temps, la deuxième chose ne sera qu'une grosse distraction pour la première. Donc, finalement, la première est distraite. La deuxième n'est même pas réellement une chose parce que c'est une distraction pour la première. Et donc, finalement, tu n'auras rien fait de concret. Et c'est pour ça que vous verrez dans le guide pratique, il y a un endroit où on a dit il faut apprendre à caler les périodes sans distraction de sa journée. Pendant que je suis en activité, je me supprime de toute autre distraction. Téléphone, mode avion, pas de connexion Internet. J'ai 2 heures de temps focalisé sur une activité que je fais. Ça va m'aider à ne pas poiser parce que ça va m'aider à avoir un résultat concret à la fin. Et quand prochainement, je vais essayer de penser du bien de cette activité, j'aurai carrément des faits à ce moment-là. La dernière fois, j'ai fini à tel moment, je me sentais comme ça, j'étais bien comme ceci. Et au fur et à mesure que j'active cela, le chemin vers le néocortex est ouvert, je peux plus facilement me lancer et pouvoir le faire. Le point numéro 9, l'avant-dernier point, il faut faire intervenir la récompense. Il faut faire intervenir l'appréciation, les cadeaux, la détente pour les gens qui aiment le jeu. Tu peux te dire que si j'arrive à faire telle chose au moment où j'ai prévu, je vais me récompenser avec telle autre chose. Si j'arrive à respecter telle activité que j'ai définie et je ne la reporte pas à plus tard, je vais me donner telle autre récompense. Et il y a une activité que j'ai également vue là qui peut être très intéressante, d'avoir un carnet de réussite. Un carnet où je note toutes les choses que j'ai réussi à faire dans le temps qui était prévu. Je note simplement, je note simplement. Ça va m'aider à bâtir les couloirs, les pathways, les connexions dans mon cerveau, dans ces différentes activités, et ça deviendra plutôt agréable et facile pour moi. Rappelez-vous, j'ai dit au début, on ne procrastine pas en général ce qui nous est agréable, ce qui est facile pour nous. En général, on ne va pas procrastiner, c'est ce qui nous fait peur. On ne sait pas où ça se passe. Mais quand j'aurai un gros cahier où j'ai noté toutes mes réussites, certainement, je vais arriver à ne plus procrastiner. Le dernier point, il faut évaluer et répéter le processus. Ça veut dire qu'il ne faut pas juste se jeter à l'eau comme ça et puis voilà, go et go, go. Je le fais une fois, après je m'arrête. Est-ce que ça a marché ce que je voulais faire là? Quand je vois les 10 étapes, OK, j'ai eu des objectifs, j'ai clarifié ce que je voulais faire, je me suis plongé dans un bain d'émotions positives, agréables par rapport au résultat final, j'ai découpé mes tâches en petits, petits morceaux. Je suis allé en le faisant à un temps bien précis, au même endroit à chaque fois, en m'accompagnant des personnes qui vont avec. Je l'ai fait en me privant des autres éléments de distraction, en étant focalisé sur la seule chose. Et à la fin, je me suis récompensé pour ça. Est-ce que j'ai vraiment respecté ça? Est-ce que ça a vraiment marché? Est-ce que ça m'a aidé à bien faire? Est-ce que ça m'a aidé à ne pas remettre à plus tard? OK, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? C'était l'aspect. Comment je corrige ça? Et puis, je le refais. Comment ça fonctionnait? Évaluer et répéter. Évaluer et répéter. En commençant par les petites tâches. Et plus je vais le faire pour les petites actions, plus je serai capable de le reporter, de le déplacer. Et je pourrais arriver, je crois que vous avez certainement une ou deux personnes autour de vous. Vous vous dites que celui-là, il fait comment? Je pourrais avoir une situation où on peut me faire confiance. Je ne vais plus manquer de productivité. Je ne vais plus manquer d'efficacité. On ne va plus me considérer comme une mauvaise compagnie. Dieu ne va plus être désolé à cause de moi parce que je serai à un niveau où je suis capable de dire je vais faire telle chose et je le fais réellement avec aisance, avec facilité, grâce à la plasticité neuronale. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais d'abord m'arrêter là pour le moment et on va prendre quelques questions s'il y en a. Je crois que ça rentre plutôt dans ceci. La musique peut participer de l'environnement que je crée pour cette tâche-là. Tu vois. Et il vaut mieux, si j'ai l'habitude de le faire avec la musique, ou du moins si je veux créer un environnement avec la musique pour développer la capacité à ne pas procrastiner, il vaut mieux que même pour les autres fois, qu'il n'y ait pas, que je sois avec la musique en fait. Donc, en général, quand quelqu'un met la musique pour travailler, son attention n'est pas focalisée sur la musique, mais sur le travail qu'il est en train de faire. Et évidemment, pour ceux qui sont à la chorale, comme nous par exemple, si tu veux répéter le chant de la chorale pendant que, je dis n'importe quoi, tu laves tes habits,
ou tu fais d'autres activités. Il y a de fortes chances que tu finisses par ne rien faire des deux et que la prochaine fois, tu n'aies plus envie de faire ça. Donc, si par exemple, tu veux répéter les chants, tu veux chanter, il vaut mieux que tu supprimes les autres activités, que tu restes focalisé sur le chant. Et je le dis en connaissance de cause. Beaucoup de personnes à la chorale ne répètent jamais à la maison. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils disent, je vais répéter. Après, ils ont dit, je vais faire ça plus tard. Je vais faire ça prochainement. Ou la semaine prochaine. On parle un peu de temps. Mais pourquoi? Parce que justement, il a envie de faire ça avec d'autres activités en même temps. Et finalement, il ne fait rien des deux. Il se retrouve en train de procrastiner, remettre à plus tard. Et on se retrouve dans toutes les conséquences qu'on a eu à voir tout à l'heure au début. Est-ce que c'est bon, Nadine? La réponse, c'est il n'y a pas de problème à mettre la musique maintenant qu'on travaille, pourvu que mon attention ne soit pas focalisée sur la musique, que la musique participe plutôt de l'environnement. Mais si je mets la musique parce que je veux apprendre cette musique-là, et en même temps, je suis en train de rédiger mon rapport de stage, je ne pourrais pas y arriver. Voilà. Oui, oui, je vous enverrai le fichier et même l'enregistrement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? On est très, très fatigué. Ça fait un peu plus de 2 heures de temps. On discute. Oui, autre question. Oui, Nathalie, vas-y. Oui, tout à l'heure, tu as dit une journée pour un objectif. C'est dire quoi? C'est dire qu'il faut pas, je sais pas, il faut pas trop se fixer des objectifs. Quel est la question, c'est quel est le maximum d'objectifs qu'on peut se fixer en une journée, par exemple? OK. Je préfère parler plutôt des tâches. Je crois que j'ai mis ça quelque part là. Je suis peut-être passé dessus rapidement. Donnez-moi une seconde. Bla, bla, bla. Voilà, je repartage mon écran. OK. Donc, je pense que pour les journées, peut-être qu'il vaut mieux aller plutôt en mode les tâches dominantes de la journée, n'est-ce pas? On peut avoir un objectif pour une journée, c'est possible. Mais ce que moi je fais, par exemple, et qui m'aide sincèrement, c'est que chaque jour, je n'ai pas plus de 3 tâches dominantes. J'appelle tâche dominante ce que je dois faire à tout prix pendant ces journées. Même si quelqu'un tombe malade, je dois faire ça pendant ces journées-là. Je ne me fixe pas plus de 3 en général. Parfois, c'est 2, parfois, c'est une seule. Il y a des journées où je me dis, qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut qu'avant que cette journée ne finisse, que j'ai discuté avec telle personne. Donc, ça fait que mes activités de la journée sont calibrées pour que finalement, j'arrive à faire ça. Parfois, j'ai une liste de tâches, peut-être de 10 choses à faire, mais c'est que parmi les 10 là, si j'arrive à faire les 3 ci, c'est suffisant. Si je n'ai pas les autres, ce n'est pas grave, je pourrais gérer. Mais j'ai mes tâches dominantes de la journée que je définis. Et quand je parlais d'un objectif par jour, en fait, l'idée, c'est par rapport à ce que j'expliquais à Nadine tout à l'heure. Pour ceux qui ont la possibilité, qui ont cette flexibilité-là, il vaut mieux affecter les mêmes activités dans le même jour. Par exemple, dans mon activité, je dois rédiger ma thèse, rédiger des articles, rédiger des projets de recherche, rédiger les trucs pour la chorale, rédiger les projets que j'ai pour le BME, etc. Tout ça, c'est des activités de rédaction. J'ai d'autres activités qui impliquent de discuter avec les gens. Il y a des gens avec qui je discute pour leur sujet de thèse, pour leurs activités génératrices de revenus, etc. Il y a d'autres activités qui ont tendance plutôt à m'amener à réfléchir et à méditer, faire du brainstorming, passer du temps à la prière, méditer la parole de Dieu, etc. L'idée, c'est de dire, il vaut mieux pour moi ranger ce qui a à voir avec la rédaction la même journée. Autant que possible. J'insiste sur autant que possible parce que parfois, ça ne dépend pas de moi. Si par exemple, je me dis, OK, je consacre les jeudis aux activités où je vais discuter avec les gens. Et ce jeudi, on a une réunion de travail pour travailler sur un projet qu'on va rédiger. Je ne vais pas annuler en disant que moi, je ne rédige pas les jeudis. Je vais faire en torse. Mais tant que j'en ai la possibilité, je consacre les jeudis à discuter avec les gens. Je consacre les lundis à la rédaction. Je consacre les mardis à la réflexion et brainstorming.
Je consacre les vendredis aux courses, aux activités qui m'impliquent de me déplacer. Et j'ai dû faire ça parce que je m'étais rendu compte à un moment donné que j'avais tellement de courses à faire. Et je mettais ça tous les jours. Ça fait que parfois, je me retrouvais de lundi à vendredi, je n'ai fait que des courses. Je sors, je passe à Liège, je fais un truc. Après, je passe par ma centrale, je rentre là où ça va. J'arrive à 13h. Le lendemain, je sors, je passe par l'hôpital central, j'ai un truc. Après, je passe à... Et je dis que non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Du coup, j'ai renvoyé tout ce qui est cours sur le vendredi. Donc, quand moi, je sors le vendredi, c'est que je vais passer la journée à marcher. Si quelqu'un me communique que, pardon, je peux faire ça vendredi, ok, c'est bon, je calme ça. Et quand je dis à quelqu'un, je vais venir te donner telle chose vendredi, mon cerveau sait qu'il y a un espace de temps qui est prévu pour ça. Je vais aller faire ça ce jour-là, ce moment. C'est ça le point 4 que j'ai mis ici, où il faut planifier la durée et la période de chaque tâche. Et tant que possible, donc regrouper le même jour les tâches qui vont ensemble. Ça va réduire mes chances de procrastiner. Parce que je serai déjà dans ce mood, dans cet engagement, dans cet élan-là, et je pourrais simplement continuer avec les autres tâches qui sont finalement de la même nature.